Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le vice-président de la République a participé hier dimanche 11 août 2024 à Kigali au Rwanda à l'investiture du président Paul Kagame. Il représentait le chef de l'État Alassane Ouattara aux côtés de plusieurs autres dirigeants du monde. Une grandiose cérémonie d'investiture tenue dans un stade de 45 000 places. Paul Kagame entame ainsi un 4e mandat après avoir été réélu avec 99% des voix. Le Premier ministre a procédé ce lundi à la pose de la première pierre d'un programme immobilier à Akupezegui. Il s'agit de 1160 logements de type R+9, des logements en location-vente pour garantir à chaque Ivoirien un accès équitable à un habitat sûr et abordable. À terme, ce sont 25 000 logements qui devraient être construits à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et puis, ce 12 août 2024 marque la 5e année de la disparition d'Ange Ouan Didier, connu sous le pseudonyme de DJ Arafat. Le célèbre artiste coupé-décalé a influencé toute une génération. 5 ans après sa disparition, sa famille, ses amis et ses fans se souviennent de son immense talent. Une marche blanche a été organisée en sa mémoire. Tiemoco Méliès Koné a représenté le président Ouattara hier dimanche à l'investiture du président rwandais Paul Kagame. La cérémonie s'est tenue dans un stade de 45 000 places à Kigali, la capitale. Comme le vice-président de la République, une dizaine de dirigeants du monde ont aussi effectué le déplacement. Le témoignage d'Angela Diallo. Tiemoco Méliès Koné, le vice-président de la République, est arrivé à Kigali pour prendre part à l'investiture de Paul Kagame, le président réélu du Rwanda. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont effectué le déplacement, parmi lesquels les présidents de l'Angola, du Togo, de la République du Congo, de Madagascar et du Kenya. Les festivités ont eu lieu au sein de l'emblématique stade d'Amahoro, le plus grand stade du pays. Tiemoco Méliès Koné y représentait le président de la République Alassane Ouattara. À son arrivée, le chef de l'État réélu a reçu les honneurs militaires. Les forces vives du pays ont ouvert le bal avec une parade militaire des différents corps de l'armée rwandaise. L'hymne national, le Rwanda Nziza, a été exécuté et entonné par l'ensemble des personnalités et des personnes présentes. C'est dans ce stade de 45 000 places que le président réélu pour un 4e mandat, Paul Kagame, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezili-Yayo. Il a reçu les insignes liés à sa fonction de président de la République, dont un sabre. Plusieurs coups de canon ont été tirés depuis le stade et dans son discours, Paul Kagame s'est engagé à préserver la paix, la souveraineté et à consolider l'unité nationale. La paix ne peut être apportée par quiconque, peu importe sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Je tiens à remercier les présidents africains dont l'Angola et le Kenya pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire en faveur de la stabilité régionale. La paix ne peut advenir d'elle-même. Nous devons tous faire notre part et agir de manière appropriée pour obtenir et maintenir la paix. Il a remporté l'élection présidentielle du 15 juillet dernier avec un score de 99,18% des voix. Une autre attraction forte de la cérémonie, une parade aérienne de l'armée. La cérémonie s'est terminée en fin d'après-midi. Le vice-président de la République, Tiemoco Méliès Koné, a quitté Kigali au Rwanda pour Abidjan. Il est arrivé aux environs de 22h GMT en terre ivoirienne. Et nous vous le disions en titre, le gouvernement va construire 1160 logements de type R+9 à Akupezegui, c'est dans la commune d'Anyama. C'est la première étape du programme immobilier de logements en location-vente qui devrait atteindre 25 000 à la fin du processus. Le Premier ministre a procédé ce lundi même à la pose de la première pierre. Et selon Robert Begremambé, ce programme vise à garantir à chaque Ivoirien un accès équitable, mais aussi sûr à un habitat abordable. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Face aux résultats mitigés obtenus ces dernières années sur la question de l'immobilier, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de reprendre le contrôle du secteur pour soulager la population. Nous invitons la population à croire à la politique du président de la République, à faire confiance au président de la République parce que ça fait partie de ses priorités. Si ça se réalise, nous ne ferons que lui dire merci et puis l'encourager dans sa démarche. Quelques instants plus tôt, le mot de bienvenue a été dit par le maire de la commune d'Anyama. Cet important programme, si cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara,
traduit sa grande vision d'un pays où chaque citoyen a droit à un logement décent. Sur le projet, la Banque ouest-africaine de développement a décidé d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement ivoirien a lancé un programme d'urgence de construction de 4300 logements à caractère social et économique. La BOAD, votre banque de développement, s'est engagée à accompagner la Côte d'Ivoire pour la promotion et le développement de l'habitat social, et ce conformément à son plan stratégique 2021-2025. Le financement du dit projet par la BOAD est visualisé en 4 phases. Il porte le montant total des concours de la banque à 1885,8 milliards de francs CFA au 30 juin 2024, dont 152,8 milliards pour le secteur de l'immobilier et de l'habitat, soit environ 8% du total des engagements de la banque en République de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme justifie le choix du site d'Akoupé-Zedji. Le choix porté sur ce site d'Akoupé-Zedji s'inscrit dans une vision globale de mixité fonctionnelle de l'espace urbain qui contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone en créant un environnement de vie plus complet et plus harmonieux. Ce seront des immeubles de type R+9 avec 4 appartements par palier, dont 2 de type F3, c'est-à-dire 2 chambres et 1 séjour, et 2 de type F4. Le site abritera, outre les logements, plusieurs infrastructures socio-économiques, telles que des écoles, des centres de santé, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Nous invitons d'avance les futurs habitants à préserver ces espaces communs, de sorte à maintenir la qualité de vie ici. Parce que nous souhaitons assurer à ces futurs résidents, justement, un cadre de vie agréable, sécurisé et confortable. Le Premier ministre a rappelé les facteurs qui ont poussé le gouvernement à mener les actions de ce jour. Pour comprendre cette situation, il convient de partir de 3 constats. Le premier constat, c'est que tous les Ivoiriens n'ont pas accès au crédit bancaire et beaucoup ne souhaitent pas s'endetter pour acquérir leur logement. Le deuxième constat, il existe un profond désir chez les Ivoiriens de posséder une maison qu'ils pourront léguer à leurs enfants, assurant ainsi une sécurité générationnelle. Le troisième constat, chacun aspire à vivre dans un environnement sain, un environnement agréable, un environnement sécurisé, à l'abri des inondations et des autres désagréments. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé instamment au gouvernement de rechercher les solutions les plus adaptées et les plus adéquates. Ces nouvelles mesures s'accompagneront d'un processus de sélection rigoureux et transparent pour l'attribution des logements avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin, en veillant à l'équité et à la justice. Par ailleurs, toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ce programme. Nos frères et amis journalistes, les propriétaires des minicars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes. Ce programme est pour tous et pour chacun. Pour asseoir un programme robuste de location-vente et de location simple, les taux d'intérêt sont autour de 2,5% et les durées de remboursement vont jusqu'à 25 ans. L'objectif que nous visons est très clair, c'est de faire en sorte que le loyer payé par mois ne dépasse pas 30% du revenu.
Rappelons que dans le cadre du programme présidentiel de logement économique et social, 25 000 habitations sont prévues pour soulager les populations à faible revenu. Et dans l'agenda du chef du gouvernement, il y a eu aussi cette rencontre politique avec les militants RHDP de la commune de Songon. Robert Begremombe, vice-président du parti au pouvoir, remobilise les militants en vue d'assurer, vous le verrez, la victoire du parti en 2025. Mais cela passe nécessairement, selon lui, par l'enrôlement de nouveaux militants. On retrouve Abdoulaye Koné. Le RHDP continue de mobiliser ses troupes dans la commune de Songon. Les militants de base ont abordé, avec l'un des vice-présidents du parti, le processus d'enrôlement. Cette fois, dans le cadre de la révision de la liste électorale, la direction du parti a mis en place un système qui nous permettra justement de surveiller, de faire le suivi de tout ce qui se fait en termes d'enregistrement des nouveaux militants, c'est-à-dire des primo-votants, ceux-là que nous allons appeler primo-votants. Il s'agit de 4 catégories de militants et sympathisants que nous comptons faire inscrire sur la liste électorale. Il s'agit de personnes nées ivoiriennes en âge de voter, mais qui ne détiennent aucun document administratif. La deuxième catégorie que nous visons à travers cette opération de révision, il s'agit de personnes nées ivoiriennes, aujourd'hui en âge de voter, c'est-à-dire qui ont 18 ans, mais qui détiennent au moins un extrait de date de naissance. La troisième catégorie est constituée de personnes qui détiennent un certificat de nationalité. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui détiennent déjà la carte nationale d'identité. Donc nous avons mis en mission nos différents responsables politiques, les secrétaires de section et le président du comité de base, afin qu'ils procèdent à un maillage du terrain. Ils vont mettre en place des équipes de militants collecteurs qui seront chargés de faire du porte-à-porte dans les différentes sections et comités de base afin de rechercher ces 4 catégories dont je viens de vous parler. Le vice-président du RHDP en a profité pour appeler les militants de base au civisme et à la solidarité. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser sur l'esprit dans lequel toute la politique doit être conduite dans cette région qui est en émergence. Nous avons surtout encouragé tous ceux qui réalisent de très bonnes activités d'encadrement dans leurs circonscriptions respectives, en les encourageant à apporter aussi des corrections là où on aura senti qu'il y a des faiblesses. Un délai a été fixé aux néo-militants pour s'inscrire en grand nombre avant la révision du fichier électoral. Dans un tout autre chapitre, la commission mixte administration-finances et budget du Parlement de la CEDEAO s'est réunie à Abidjan. Les parlementaires se penchent sur leur rôle dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. Il s'agit pour eux d'outiller les députés et les sénateurs sur les mécanismes pour une contribution dans l'exécution du budget. La rencontre s'est tenue au siège de l'Assemblée nationale au Plateau sous le regard de Konaté Moussa et Barnabé Konan. Contribution des parlementaires de l'espace ouest-africain dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. La commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO réfléchit sur la question à cette rencontre à Abidjan. Je suis convaincu que nos discussions sur le rôle du Parlement de la CEDEAO dans l'élaboration et le suivi du budget de la communauté engendreront des analyses pertinentes et des recommandations solides pour accélérer notre marche résolue vers une communauté de peuples pleinement intégrés. Le Parlement a pour mission l'examen et le contrôle du budget d'un État. Les autorités ivoiriennes expriment leur intérêt pour ces assises. Les importants défis sécuritaires et de développement à adresser urgemment exigent des moyens financiers importants à mobiliser et une gestion efficiente des ressources qui nécessite une analyse approfondie et une planification cohérente du budget de la communauté. En 2023, les échanges intra-pays au sein de la CEDEAO représentaient seulement 15% des échanges totaux, un chiffre que nous devons impérativement améliorer. En matière d'échange commercial, l'objectif est de porter à 25% d'ici 2027 la part des échanges intracommunautaires dans les échanges de la région. Par un meilleur contrôle du budget de la communauté, vous aiderez la CEDEAO à développer les échanges commerciaux entre pays africains
Une cinquantaine de parlementaires venus de plusieurs États de la CEDEAO participent à ces travaux qui se tiendront sur 3 jours. Et en diplomatie, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie seront consolidées. Une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, et le président tunisien, Kaïs Saïed Essebsi, a permis de revisiter les liens séculaires entre les deux pays. Le chef de la diplomatie ivoirienne était surtout porteur d'un message du président Ouattara. On en sait un peu plus avec Souleymane Doni-Sangou. Léon Kakou-Adom, reçu en audience par le président tunisien Kaïs Saïed, à qui il a transmis un message d'amitié du président Alassane Ouattara. Cette visite témoigne de la solidité des relations de fraternité qui existent entre les deux pays et traduit la ferme volonté des deux chefs d'État de raffermir davantage les liens de coopération en vue de les hisser au plus haut niveau sur divers plans d'intérêt commun. Je suis venu dire à mes frères tunisiens que plus que hier, la Côte d'Ivoire est déterminée à travailler la main dans la main avec leur pays pour le bénéfice non seulement des deux peuples, des peuples tunisiens et ivoiriens, mais également des peuples africains en général. J'ai reçu du président des conseils avisés. J'ai pu bénéficier et comprendre sa vision de l'Afrique, une Afrique tournée vers la solidarité, une Afrique tournée vers le développement en se servant de ses propres moyens. Et c'est ce que le président Ouattara m'a demandé de traduire également au président Kaïs Saïed. Et je me suis aperçu qu'ils avaient exactement le même point de vue parce que ce sont deux hommes de vision qui s'apprécient. Le ministre Léon Kakou-Adom a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue tunisien. Les deux ministres se sont félicités du cadre juridique riche et étoffé qui régit les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Ils ont invité le secteur privé des deux pays à contribuer au renforcement et à la diversification des échanges économiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au chapitre de la migration irrégulière, les deux ministres ont convenu que le traitement de cette question requiert une coopération étroite entre les pays concernés avec une approche participative, globale et solidaire. L'objectif étant de cibler de façon urgente les causes profondes de ce fléau pour identifier et dégager des solutions constructives, protégeant la dignité et les droits de tous, et ce, dans le plein respect des normes nationales, régionales et internationales. Retour en Côte d'Ivoire et direction la commune d'Abobo, dans le nord de la capitale Abidjan. La 7e édition de la journée africaine de l'état civil s'y est tenue. L'Office national de l'état civil et de l'identification a placé cette édition sous le sceau du digital. L'ONECI a présenté les opportunités offertes aujourd'hui par le digital pour faciliter l'accès à l'état civil, mais aussi pour les autorités communales. Le reportage de Franck Wadio. Abobo, commune à fort taux de population, environ 400 naissances par jour selon les chiffres officiels. Mais la question de l'état civil est une problématique partagée. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas de papier. Et justement, la 7e édition de la journée africaine de l'état civil s'intéresse à la question. Sur l'esplanade de la mairie, une démonstration de la nouvelle application proposée par l'ONECI, Office national de l'état civil et de l'identification. En moins de 24 heures, ce nouveau papa se voit délivrer officiellement l'extrait d'acte de naissance de sa fille. Ça a été une grande surprise pour moi et voilà pourquoi le mot me manque. Cette déclaration qui a été prise au centre de santé est transférée via réseau au centre d'état civil. Le digital comme opportunité pour tout acte d'état civil, y compris pour ceux qui n'en ont jamais été détenteurs. Les personnes qui n'ont pas du tout de documents administratifs sont invitées à se rapprocher des différents centres d'état civil du lieu de leur naissance, parce qu'avec la loi spéciale qui a été adoptée, qui institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, cette loi est spéciale parce qu'elle court jusqu'en 2025. Donc elles n'ont plus beaucoup de temps. C'est une réalité partagée dans plusieurs localités du pays, dont à Bobo. Le maire Kandia Kamara lance alors l'appel. Dès que vous avez un nouveau-né, déclarez-le. Ainsi, nous connaîtrons le nombre exact de la population pour planifier le développement. Ça, c'est très important. Le représentant résident de l'UNICEF, Jean-François Bass, partenaire institutionnel, et le ministre de l'Intérieur sont sur la même lancée. Diomandé Vagondo rappelle de plus les opportunités nouvelles offertes par le digital, des efforts de l'État ivoirien pour rapprocher davantage l'état civil des populations. L'État s'est donc engagé à tout mettre en œuvre pour garantir à chaque citoyen une pleine jouissance de leurs droits civils à travers la mise en place du registre national des personnes physiques
qui consacre un pan essentiel à la modernisation de notre système d'état civil. Pour ce faire, l'ONESI a mis au point le logiciel national de gestion des faits d'état civil dénommé CityWeb, qui a été créé, qui est en cours d'installation dans l'ensemble des 690 centres d'état civil que compte notre pays. La Journée africaine de l'état civil est une institution des États sur les problématiques liées à la question. Elle a lieu tous les 10 août. Où le principal établissement sanitaire de Bakanda vient de recevoir des engins roulants. Le plus important, c'est cette nouvelle ambulance médicalisée qui facilitera, vous le verrez, la prise en charge et l'évacuation des patients. Une avancée majeure dans le secteur de la santé à Bakanda. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Confrontés à un défi logistique majeur, les traitements médicaux d'urgence au niveau des Bakanda et les villages isolés de la sous-préfecture étaient souvent des opérations complexes et risquées. L'arrivée de cette ambulance spécialisée permet désormais d'assurer un transport sécurisé et adapté aux besoins spécifiques des patients. Notre ancienne ambulance est très vieillissante, elle a pratiquement plus de 10 ans, avec de nombreuses pannes. Souvent, on ne peut pas faire les évacuations parce que les pannes sont tellement colossales qu'on ne pouvait pas sur le champ les réparer. L'ambulance médicalisée est équipée d'un système d'oxygène, de dispositifs de transport des patients et d'une multitude d'autres équipements médicaux. Ces instruments offriront un soutien essentiel aux équipes médicales, permettant ainsi une prise en charge efficace des patients tout au long du trajet vers l'hôpital régional de Tiasalé ou vers Abidjan. Il faut dire que ce n'est pas évident pour cette population-là de se déplacer pour aller se faire soigner à Tiasalé. Et là, nous avons plaidé auprès de certaines personnes de bonne volonté qui ont bien voulu nous octroyer une ambulance et une moto pour soulager cette population. Ces actions exemplaires démontrent clairement l'importance accordée par les autorités de Grand Laou à l'amélioration des infrastructures de santé et au bien-être des populations. Un élan de solidarité, comme l'a édicté notre chef de l'État. Et donc on est dans cette mouvance-là, soutenir nos parents, dans la fête c'est vrai, mais de manière concrète, en apportant un élément pour leur bien-être. La politique de santé de proximité, initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, vise à lutter contre la mortalité infantile et à la prise en charge efficace et rapide des accidentés ou des malades. Très bientôt, dans le district du Denguélé, il n'y aura plus aucune personne sans acte de naissance ni certificat de nationalité. Une opération spéciale d'enrôlement sera lancée dans les deux grandes régions du district que sont le Kabadougou et le Folon pour identifier et offrir leurs actes aux populations n'en disposant pas. Et pour faciliter l'opération, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, par ailleurs député d'Odiéné, Maître Adama Kamara, a fait don de matériel informatique et fourniture de bureaux à l'ensemble des préfectures et sous-préfectures, mais aussi à la section du tribunal du district autonome du Denguélé. La cérémonie de remise s'est tenue hier dimanche à la préfecture d'Odiéné. Régis Kofi, Fernand Conan pour le reportage. Odiéné, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, capitale du district du Denguélé. Voici une population enthousiaste qui ne résiste pas à l'envie de faire la fête ce dimanche à la préfecture de la ville. Le district du Denguélé est dans la joie. Pour cause, les régions du Folon et du Kabadougou reçoivent un important lot de matériel des mains du ministre Adama Kamara, par ailleurs député de la commune d'Odiéné. Composé entre autres de 127 ordinateurs, 61 imprimantes et plus de 200 cartons de papier rame, ce don a été réceptionné par les autorités administratives. Une autre difficulté, c'est les équipements. Il faut noter que l'État nous donne les moyens. Ces moyens ne suffisent pas toujours. Donc quand il y a des initiatives, des cadres de ce genre-là, mais ça nous satisfait. Dans sa volonté d'accélérer le processus, le ministre Adama Kamara a décidé de prendre en charge les frais d'établissement des actes administratifs. Une nouvelle qui réjouit le cœur des populations et qui a été saluée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, président de la cérémonie, représenté par son directeur de cabinet. Vous qui bénéficiez ce jour de ces dons confortables, donc monsieur le ministre, ces dons viennent renforcer vos capacités et ils doivent vous permettre de répondre avec efficacité aux besoins de nos populations. Le ministre-gouverneur du district du Denguélé a quant à lui invité les populations à saisir l'opportunité. Tous ceux qui n'ont pas de papier, c'est l'occasion de se présenter
pour que effectivement on puisse résoudre cet épineux problème. Parce que sans papier, vous ne pourrez pas être sur la liste électorale. La révision de la liste électorale en vue de la prochaine présidentielle démarre très bientôt. Les documents administratifs sont d'une importance majeure pour être autorisés à participer au scrutin. En tant que disciple du président de la République, qui nous a toujours enseigné de nous mettre d'abord à la disposition de nos populations, mais surtout de leur apporter, dans la mesure de nos possibilités, l'aide nécessaire pour leur permettre d'être heureux, pour leur permettre d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Et c'est une opération qui me plaît de faire avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, parce que mes parents en ont besoin. Un peu plus tôt ce samedi, c'est à Kaniasso que s'est rendu le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour sensibiliser les populations à l'effet d'établir leurs pièces administratives gratuitement. À Dembokro, c'est la fluidité de la circulation qui est au centre des préoccupations des autorités municipales. Elles viennent de procéder au lancement des travaux de bitumage des voies, plus de 10 km de nouvelles routes seront bitumées et les autres réhabilitées. L'initiative s'inscrit, vous le verrez, dans le cadre du projet Dembokro Renaissance. Il vise à offrir fière allure à la capitale de la région du Hunzi. Le reportage de Konaté Moussa. Des engins en plein travaux de terrassement. Le décor est le même dans plusieurs rues de la ville de Dembokro. De nouvelles voies bitumées verront bientôt le jour pour le grand bonheur des habitants. Je suis plus que heureux. Voyant cette broussaille où on traversait pour aller à Sokoradian, aujourd'hui, les taximètres refusent d'aller dans ce quartier parce que ce quartier n'est pas bitumé. Vraiment. Nous sommes très contents parce qu'avant le déplacement était difficile. Il faut prendre la poussière, même si le véhicule veut passer, il y a la poussière. Que ça là, en tout cas pour nous qui habitons sur Sokoradian, vraiment on est très contents. Des réalisations afin d'offrir fière allure à la capitale de la région d'Unzi. Aussi, favoriser la fluidité de la circulation. Une volonté traduite en actes par les autorités municipales. Le projet marque un tournant important dans notre vision, la mise en œuvre du plan Dembokro Renaissance, visant à offrir à nos concitoyens un environnement des plus agréables. Il prend en compte des voies non bitumées situées dans les quartiers Kofi Akan, Belleville, Kennedy, Présidentiel et d'autres quartiers, notamment Koulibaly et Sokoradian. Il touche également plusieurs voies dégradées qui seront réhabilitées, notamment le boulevard de l'Indépendance à Komikro, le carrefour Mondon, le carrefour Manvi, etc. Au total, plus de 10 km de voies seront bitumées. En plus de la voirie, la mairie de Dembokro prévoit d'autres actions, notamment la reconstruction du marché. La chefferie traditionnelle du canton Gand, dans le département de Biankouma, c'est à l'ouest de notre pays, vient d'introniser son chef canton. Devant ses pairs, Moussa Diomandé a été investi dans la pure tradition du terroir par Guy Pascal, le chef suprême des Dents. Le chef du cabinet du président de la République y était. Il a invité les cadres de la localité à l'union pour favoriser le développement. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Place publique du village de Gand, dans le département de Biankouma. Nous sommes à la cérémonie d'installation du nouveau chef de ce canton. Moussa Diomandé est installé sur le trône par Sa Majesté Guy Pascal, chef suprême des Dents, qui avait à ses côtés Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, fils de la région, le préfet de la région du Tonkoui, Fatogouman Soro, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exprimer les attentes de la tutelle au chef canton qui désormais est la courroie de transmission entre l'administration et la population. Je voudrais le dire ici devant toute la population pour ne pas que demain, quand il va régler un conflit, quand il va se saisir d'une affaire, qu'on entend derrière les cases, mais le vieux là même, c'est pour ça qu'on l'a désigné comme chef de canton. Non, il sera dans ses attributions, c'est ce que nous attendons de lui. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes félicite le nouveau chef canton Gand. Albert Flindé saisit l'occasion pour lancer l'appel à la mobilisation afin de démontrer leur attachement aux idéaux du président de la République, Alassane Ouattara. Ça a été donc un prétexte aussi pour lancer le message de l'invitation de la population, l'information
pour que toute la population de notre région soit présente à la faveur de l'hommage que nous allons rendre au président de la République pour ses bienfaits et pour l'encourager à faire davantage. Claude Saï, parrain de la cérémonie, dans son adresse, appelle l'ensemble des cadres à se mobiliser autour du président de la République Alassane Ouattara afin de toujours bénéficier du développement. Le président initie les grands projets de développement sur le plan national. C'est au cadre de les incliner, ces projets-là, sur le plan régional, sur le plan communal, sur le plan départemental. Et nous comptons beaucoup sur eux, afin qu'ils croient aussi en leur fils que nous sommes. Parce que nous avons pour boussole, pour repère et pour référence le président Alassane Ouattara. Si nous avons cette boussole-là, nous sommes persuadés que le développement sera nôtre. Le porte-parole de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels a tenu à remercier le chef de cabinet du président de la République, l'ambassadeur Claude Saï, pour les actions qu'il pose au quotidien en faveur de la chefferie. Cette cérémonie s'est achevée sur une belle note culturelle avec notamment des danses issues du terroir. C'est dans ce genre de situation que la phrase « les années passent si vite » prend tout son sens. Voilà donc 5 ans, 5 bonnes années que Ange Ouan Didier, le très célèbre DJ Arafat, est décédé. L'une des plus grandes figures de la musique coupée-décalée, ambassadeur de la musique ivoirienne, a tiré sa révérence à la même date en 2019 des suites d'un accident de la circulation. Mais aujourd'hui encore, DJ Arafat continue de vivre dans l'esprit et dans le cœur des Ivoiriens et singulièrement de sa communauté de fans qu'il avait surnommée la Chine. Ils se sont rendus aujourd'hui aux côtés de parents et d'amis de DJ Arafat sur le lieu de l'accident pour lui rendre hommage. Une marche blanche a été organisée à cet effet. Le concepteur du Pongo, Jessimi Djeka, Jonathan ou encore Dossabado reposent depuis 2019 au cimetière municipal de Williamsville. Et dans l'actualité hors de nos frontières au Soudan, la fin de la guerre civile qui dure depuis plus d'1 an ne pointe toujours pas à l'horizon. Le gouvernement a indiqué hier dimanche dans un communiqué son intention de ne pas participer aux pourparlers de paix. Ils sont menés par les États-Unis et devraient se tenir cette semaine en Suisse. Sans pour autant rejeter catégoriquement les négociations, le gouvernement soudanais a toutefois énuméré plusieurs questions litigieuses que ses délégués n'ont pas réussi à résoudre après 2 jours de consultation avec des diplomates américains à Jeddah, en Arabie Saoudite, le 9 et 10 août dernier. Les autorités du Soudan estiment que les États-Unis ne s'étaient pas engagés à obliger les forces de soutien rapide à protéger les civils. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 6h30 demain. Bonsoir.